longtemps. Donc voilà, il est professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles. Il a été doyen de la faculté de psychologie et des sciences d'éducation. Il a été notamment directeur du service de psychologie clinique et différentielle. Et il dirige depuis longtemps, donc rédacteur en chef d'une revue intéressante en psychologie clinique, donc les cahiers de psychologie clinique. Et il est également superviseur, notamment. Donc voilà, un grand merci, Monsieur Lefebvre, je vous passe la parole. Ce fut finalement, non pas une longue histoire, mais quand même quelques mois, si pas quelques années, quand le projet a vu le jour. Et avec toutes les épreuves qui ont été les nôtres, c'est un plaisir manifestement de se retrouver comme ça dans une salle d'enseignement, de conférence, pour pouvoir un peu se retrouver, ne serait-ce que physiquement, dans un même endroit et dans un même moment. Je vais aborder un problème qui, bien entendu, est à la fois un problème auberge espagnole, qui est un problème porte ouverte, qui est vaste, qui fait qu'on peut en parler n'importe comment, au coin d'un comptoir, de manière très sérieuse, diamétralement opposée. Je vais essayer de me situer un peu entre les deux, c'est-à-dire vous parler d'une expérience qui a été la mienne pendant de longues années, à la fois d'enseignement et de pratique psychologique, et que je retrouve encore dans mon quotidien. Je vous dirai tout de suite aussi que je suis loin d'être un spécialiste des nouvelles technologies de l'information et d'Internet. Voilà le seul objet qu'on m'a un jour offert à Noël, c'est-à-dire que j'ai arrêté mon cheminement d'escargot portant sa maison sur le dos au stade du téléphone portable, ce qui était déjà une avancée énorme en ce qui me concernait. On se rend compte peut-être avec une certaine nostalgie pour certains et peut-être une inquiétude pour d'autres que ça a pu exister comme ça, qu'il n'y a plus de cabine téléphonique dans le monde dans lequel nous vivons, que les lieux de certaines pratiques sont complètement disparus dès lors qu'on peut transporter tout ça dans des toutes petites boîtes tout à fait sophistiquées. La question pour moi, en tant que psychologue clinicien et enseignant de psychopathologie dans le domaine de la clinique, est beaucoup plus de m'interroger, m'a toujours été de m'interroger en quoi les outils, en quoi les objets, en quoi l'investissement de ces objets, de ces outils, en quoi les comportements associés nécessaires pour pouvoir les manipuler et les utiliser de manière efficace ont apporté éventuellement, si pas des perturbations, du moins certaines difficultés dans la construction même de l'appareil psychique, et dans quelle mesure à la fois ces modifications sociales, ces modifications culturelles ont eu des impacts sur la psychologie individuelle, sur la psychologie de tous les individus. Ma première réflexion dans ce sens-là remonte très très loin. C'était un examen de travaux pratiques du Rorschach où dans l'examen, il fallait calculer quelques pourcentages, donc des choses relativement banales et simples au point de vue intellectuel, au point de vue cognitif. Et c'était un moment où apparaissaient sur les tables de l'université ces petits instruments, Texas Instruments, Hewlett-Packard, qui étaient donc ces calculatrices. Un collègue, André Ducamp, responsable des cours de statistique, avait d'ailleurs fait acheter à tous les étudiants en première candie une de ces petites machines pour pouvoir aborder son cours de statistique d'une façon plus efficace, plus radicale et surtout plus moderne sans doute. L'histoire, je la fais très courte, pour une raison qui m'échappait et qui s'est reproduite des tas de fois pour moi dans les auditoires. J'ai fait, comme je disais parfois, une petite proute nerveuse parce que des étudiants sans doute m'énervaient à transmettre entre eux des choses, leurs machines, etc. Et tout à coup, j'ai dit, je ne veux plus voir une machine à calculer dans cet auditoire. Résultat des courses, et je vais rater là-dessus, 60% d'erreurs dans le calcul du pourcentage. Ce qui m'a interpellé, bien entendu, là-dedans, c'est comment le passage de l'activité proposée d'appuyer sur une touche, vous savez, ces deux petits ronds avec une barre qui les sépare, pour trouver un pourcentage, a fait que disparaissait, j'admets qu'un certain pourcentage devait être dû à l'angoisse créée par la proute nerveuse du professeur, mais comme quoi une règle de 3 simple n'a pas pu être utilisée,
n'a pas pu être référé pour pouvoir dépasser cette espèce de moment peut-être un peu difficile. À partir de là, je me suis interrogé manifestement sur quel est l'impact de ces petites technologies et puis de ces grandes technologies, parce que depuis ce moment-là, ça devait être dans les années 80, mais maintenant, s'est écoulé une quarantaine d'années, et franchement, on a l'impression d'être changé de planète dans ce contexte-là. La situation actuelle, en plus, nous a amené à considérer que, à travers ces confinements, déconfinements à répétition, à travers ces angoisses, ces peurs alimentées par la pandémie, les outils manifestement qui peuvent être par ailleurs critiqués, qui n'étaient pas nécessairement utilisés systématiquement, sont venus d'une façon exceptionnelle au secours et au recours de ce que la politique, les politiques proposaient, impliquaient, imposaient, à savoir le repli sur soi, le repli sur ces lieux, l'interdiction de sortir à l'extrême, la distanciation sociale, l'arrêt d'un certain nombre d'activités à la fois professionnelles, éducatives, voire même sanitaires. Et donc, tout à coup, on pouvait se rendre compte combien ces outils d'information, ces outils de transmission avaient quand même un impact tout à fait positif, tout à fait efficace, et je dirais presque salvateur par rapport à une période très difficile. Les emails, les SMS, le WhatsApp, les Skype vidéo, les réunions Zoom, Facebook, Instagram, les médias, tout ça a permis manifestement qu'une vie sociale, qu'une vie politique, qu'une vie économique puisse se poursuivre à ce niveau-là. Et donc, loin de moi de jeter le bébé avec l'eau du bain et de tirer à boulet rouge sur ces petits outils dont je vais quand même essayer, en ce qui me concerne, d'identifier quelques travers dans la dimension que j'ai soulignée, à savoir l'impact que ça peut avoir sur la construction de l'appareil psychique, sur la construction de cette réalité intérieure qui est la nôtre et qui est à la base, bien entendu, de ce qu'on peut appeler notre personnalité humaine, j'espère qu'elle l'est toujours, et qui peut, bien entendu, dans les attitudes habituelles, gérer de manière raisonnable et raisonnée tous ces outils nouveaux. C'est bien entendu l'excès d'utilisation, la perte de contrôle sur ces utilisations, les comportements qui ne font que se répéter sans plus savoir l'objectif et la maîtrise de ces comportements, qui amènent bien entendu de visu en termes d'observation, des comportements très bizarres, bien entendu. Il n'en reste pas moins que la première fois qu'on a vu quelqu'un parler tout seul dans la rue, à ce moment-là encore avec une petite boîte, on s'est quand même inquiété. En tout cas, moi, en tant que psychopathologique, je me disais, est-ce qu'on aurait réouvert les portes des instituts psychiatriques? Est-ce qu'on aurait libéré les malades? Est-ce qu'ils seraient tout à coup lâchés comme ça, renvoyés dans le tissu social? Et je pourrais égrener comme ça, sans doute, je le ferai peut-être à l'occasion de mon exposé, quelques situations qui, pour le moins, prêtaient à étonnement, prêtaient même à inquiétude, et j'espère prêtaient à sourire, à rire, et à trouver quand même qu'il y avait là un détournement humoristique possible par rapport à cette espèce de mouvance dans notre société qui tend d'une certaine manière à faire de cette société une société de la communication. L'impact positif qu'on a eu ici, qui a permis de gérer l'espace, qui a permis de gérer le temps, pose tout de suite le terreau premier de ce qu'est la construction de la personnalité, c'est-à-dire comment se situer dans l'espace, comment se situer dans le temps, comment aborder les distances, comment aborder les temps et les espaces de séparation, de rapprochement. Il y a là manifestement quelque part des raccourcis que tous ces outils ont apportés. Et je pense qu'il ne faut pas remonter seulement à 40 ans. On pourrait se reporter à l'apparition du téléphone, on pourrait se reporter à l'apparition de la télévision, de la TSF, etc. Tous ces outils qui, pendant le siècle dernier, à grands pas, ont transformé notre société dans le sens manifestement d'une facilitation des relations et des rapports humains,
et en parallèle d'une amélioration de la productivité de cette société, tout ça, comme je le disais, n'est pas acheté avec l'eau du bain. Ce sont des choses qui se soulignent et qu'on peut mettre sous le couvert du progrès. Rien, en point de vue psychologique, n'a jamais été opposé au progrès, mais ça n'empêche pas les psychologues de pouvoir s'interroger sur l'impact qu'ont ces nouveaux comportements induits par ces nouveaux outils, par ces nouveaux objets dans la construction psychique. Les enjeux, bien entendu, sont souvent des enjeux que nous, psychologues, connaissons très bien sous la logique paradoxale. Logique paradoxale, bien entendu, qui ne peut être traitée en général que par la réalité psychique. Les logiques habituelles, les systèmes logiques habituels ne savent pas traiter le paradoxe. Ils savent juste le repérer, le reconnaître, mais comment le traiter? Comment être à la fois en appartenance et en distanciation? Comment être à la fois blanc et noir? Comment être à la fois bon et mauvais? Comment pouvoir, d'une certaine manière, gérer tout ce qu'on pourrait initialement considérer comme des oppositions, des contradictions, et qui fait que notre réalité psychique, notre psychique, les fonctions psychiques peuvent gérer ces choses-là et, d'une certaine manière, s'acclimater aussi bien par rapport au monde extérieur et surtout par rapport à soi, à ces aspects. Les enjeux paradoxaux sont, on pourrait aussi, ne serait-ce que les nommer rapidement, c'est notamment dans ce que nous venons de vivre, retrouver de la liberté par rapport à un confinement, pouvoir d'une certaine manière, à travers ces outils de communication, rester illusoirement, virtuellement libre, alors qu'on est confiné, qu'on est dans une forme d'oppression au sens sociopolitique, de gérer des rapprochements face à des éloignements forcés, face à des distanciations forcées, le fait de pouvoir rester en contact à travers la dimension de téléphone de tous ces outils, les WhatsApp qui permettent justement d'apporter la vision même des choses est importante. Je ne parle pas là de ce qu'a été cette importance dans les maisons de retraite, où manifestement les vieux, enfin on ne va pas parler de ça parce qu'il y a eu manifestement à la limite un génocide à ce niveau-là dans la première vague, mais ces vieux qui sont restés tout à fait esselés sans pouvoir avoir de visite, ça me semble évident que ces outils ont pu apporter un minimum de contact encore possible par rapport à leur structure familiale extérieure. C'est aussi la possibilité de continuer des réunions, le travail, les réunions Zoom de travail, qui permettaient précisément de lutter contre une forme d'isolement, contre une forme de solitude professionnelle, personnelle ou familiale. C'est aussi la socialisation qui se poursuivait face à la distanciation sociale imposée. Et c'est aussi la communication qui pouvait rester face à cette peur de la contagion. On pourrait même s'imaginer que certaines personnes se sont interdites de téléphoner, peut-être par peur d'attraper la Covid par téléphone. Je pense que la fantasmatique, l'aspect magique des choses pouvait très bien aller jusque-là. Et je pense qu'on peut se rendre compte combien cette peur de la contamination qui nous renvoie finalement aux grandes peurs des grandes épidémies du passé, la lèpre, la peste et la phtisie, la tuberculose, qui ont vu les sociétés réagir de façon très différenciée vis-à-vis de ça, ont réactivé à travers ces peurs des comportements parfois bizarroïdes et surtout des positions cognitives, intellectuelles qui ne tenaient plus nécessairement compte sur les bases rationnelles de la manière dont ce psychisme était construit. Peut-être avant d'aborder réellement le sujet, me situer en tant que clinicien, que psychologue clinicien, à travers quelques prémices sur la réflexion que je vais avoir par rapport à la... Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait sans doute partie de la banalité des choses, mais bon... Je ne sais pas. Bon, soit. En tout cas, moi, je vais bien. Je ne sais pas comment vous allez, mais moi, ça va. J'ai toujours appris que quand un prof ou quelqu'un qui était devant se trouvait confronté à ça, il devait d'abord rassurer la salle, en rassurant la salle à travers le fait que lui, ça allait, qu'il allait bien, qu'il avait toujours ce même plaisir à vous regarder derrière vos masques, etc. Je parlais donc des prémices à une réflexion sur les effets des TIC, on va l'appeler comme ça pour pas toujours répéter information et communication, sur le psychisme.
Je vais être très bref là-dessus, mais ça repose le paysage. D'abord, l'homme est un être biologique. Il faut s'en rendre compte, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et il y a d'abord un être biologique, c'est-à-dire qu'il y a là une forme de somme de besoins primaires auxquels chacun d'entre nous doit répondre tant bien que mal. Et d'autant plus tant bien que mal que lorsqu'il apparaît dans le monde, il est tout à fait incapable de gérer tout ça. Vous savez très bien qu'un bébé n'a jamais sauté de son berceau pour aller au frigo en se disant « qu'est-ce que je vais me faire comme sandwich ce soir ?» Ces besoins primaires, ces besoins alimentaires nécessitent l'attention vraiment intense, permanente, totale de son environnement, ce que Winnicott appelait l'environnement et qu'on associe très souvent dans ses premiers temps de la vie à la mère biologique, celle qui, bien entendu, a porté ce bébé pendant 9 mois et qui va ensuite faire ce transfert entre sa matrice et la matrice psychique dans laquelle il va s'avenir. Deuxième point sur lequel on peut se mettre assez vite d'accord, l'homme est un être de désir. Il désire, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement avec les besoins, de ces besoins vont naître des désirs. Pourquoi? Parce que toutes les expériences associées à ces besoins vont construire des associations, des schèmes mentaux, des représentations mentales, des hallucinations mentales qui vont pouvoir être réinvesties après sans nécessairement devoir refaire tout le chemin du besoin pour trouver sa satisfaction. Freud a très bien parlé de ça dans le chapitre 7 de l'interprétation des rêves quand il aborde ses premières théories sur le psychisme. Troisième point, l'homme est un être de langage. Je pense que dans la chaîne animale, nous sommes des êtres qui, bien entendu, au-delà du biologique, avons accès à un langage qui, pour beaucoup, est de plus en plus à simplifier, mais beaucoup plus complexe. Et on pourra s'interroger sur la complexité, justement, du langage, de ces outils auxquels on est confronté et à la difficulté, pour beaucoup, de pouvoir vraiment comprendre ce que représente l'interaction qu'il crée avec ces outils, ce qu'on entend très souvent, un peu comme mes étudiants sur la touche pourcentage, à appuyer sur quelque chose en disant « ça va sortir ». Le problème, c'est que ça ne sort pas tout le temps et que la frustration peut en énerver plus d'un. Quatrième point, l'homme est un être historique. Et je pense que c'est important dans ce que je vais dire après. L'homme est un être historique qui s'inscrit dans une histoire, la sienne sûrement, mais aussi celle des autres. Tout ce qui est de la construction psychanalytique, des fonctions psychiques, font que chaque matin, quand nous nous regardons dans la glace, nous voyons pas seulement notre binette, notre tête, mais nous voyons des tas d'autres personnes, c'est-à-dire nos procréateurs et des tas de gens qui nous ont précédés. Nous nous inscrivons dans une histoire. Nous sommes des transmetteurs d'histoire et il ne faudrait pas l'oublier. Je pense que les cours d'histoire devraient être un peu plus revalorisés qu'ils ne sont. Je dis ça aussi parce que ces outils vont nous donner parfois l'impression que tout arrive d'une manière isolée et qu'ils ne sont pas forcément reliés entre elles, qu'il n'y a pas, ou que ce qui crée histoire, ce qui fait histoire est quelque chose qui n'est pas saisi, qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas connu, qui n'est pas dévoilé. Vous vous rendez compte combien ça va parfois éveiller des positions un peu paranoïdes par rapport à tout ça. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec ça quand ça part sur les réseaux? Que devient ma parole, que devient ma langue, que devient mon langage lorsqu'il est pris par ces réseaux et transmis à tout le monde? On peut aussi s'entendre sur le fait que l'homme est un être sexué. Et je n'ai pas peur de continuer et de maintenir la notion de l'être sexué, même si je pense que la question du genre pourrait se transformer en être « l'homme est un être genré ». Je dis tout de suite, à propos de ça, que quand je parle de l'homme, c'est un terme totalement générique, qui ne veut pas entrer dans une quelconque polémique. Je sais bien que maintenant, avec le féminin, masculin et pluriel, etc., enfin bon, soit. Et dernier point, et qui me paraît moi très important par rapport à ce que je vais dire, c'est qu'on accepte aussi que l'homme est un être qui n'est pas fini, donc qui est un être en devenir, et qu'il a droit, manifestement, non seulement à faire des erreurs, mais à se relancer dans des perspectives autres que celles dans lesquelles son histoire l'a inscrit. Pour faire simple, je dirais que la conception qui est la mienne quand j'aborde les fonctions psychiques, la réalité psychique, je dirais que
cet appareil surprenant qui se constitue et qui n'arrête pas de se constituer, qui est infini dans sa constitution, on n'en a jamais fini à penser, je dirais, pas seulement à penser cognitivement, mais à penser affectivement. Pour faire simple, je dirais qu'il se trouve face à trois choses. Un, face à la réalité du monde, face à la réalité des objets, face à la compréhension de la dynamique entre ces objets. Deuxième chose, je fais court, je suis désolé, mais c'est pour mettre le paysage seulement. Deuxièmement, il doit faire face à l'autre, ou plutôt aux autres. C'est-à-dire qu'il doit, d'une certaine manière, s'inscrire dans la vie relationnelle. Et j'irai même plus loin dans ma conception, c'est que l'individu ne peut advenir à lui-même que dans la mesure où il peut advenir grâce à l'autre. C'est parce qu'il y a un autre qu'on peut advenir. Tu existes, donc je peux advenir. Tu existes, donc je suis. Il y a quelque chose qui, dès la naissance, se met en place et qui va faire que l'individu devient, tant bien que mal, un être social. Enfin, troisième chose, c'est qu'il est aussi face à lui-même. Dans sa construction identitaire notamment, il est confronté à lui-même et il a à se construire face au monde, face à la vie relationnelle, mais aussi face à lui-même. Dans son développement, et je vais très vite, je ne vais pas refaire un cours sur le développement, désolé, c'est un peu mes travers d'ancien professeur, on pourrait dire que ce chemin prend trois étapes importantes au départ que je mettrais dans une espèce d'arithmétique très simpliste. D'abord, un temps fusionnel, un temps primaire à la mer, que je mettrais comme 1 + 1 = 1. Il n'y a pas d'indifférenciation. On est vraiment dans une espèce de magma global qui nous assure au moins d'une chose importante, c'est nos assises narcissiques. Cette puissance maternelle vient nourrir notre narcissisme au départ dans ces moments fusionnels, dans cette disponibilité totale qu'elle peut avoir par rapport à nous. Deuxièmement, je vais vite, c'est le temps de la séparation. L'être humain doit faire et devra faire pendant toute sa vie des expériences de séparation. Et la première, bien entendu, qui concerne le défusionnement et la séparation d'avec la mère, à travers lequel, dès l'angoisse des 9 mois, il va devoir se construire, et se construire psychiquement, parce que c'est d'abord représenter l'être absent, et à partir de cette représentation de l'être absent dans une fonction en miroir bien connue, il va pouvoir se représenter, c'est-à-dire construire une représentation spéculaire et de lui et de l'autre. C'est à partir de là, de cette séparation, de ce travail de séparation, que les choses vont se passer pour l'accès à une identité psychique, à une identité de la personnalité, qui deviendra, c'est un peu là, 1 + 1 = 2, si je pourrais m'exprimer comme ça. Et puis, dans un troisième temps, il y aura cette arithmétique un peu particulière, du 1 + 1 = 3, que les psychanalystes traditionnels situeront très facilement dans l'organisation oedipienne, dans cette espèce de construction oedipienne qui nécessite une confrontation à un être tiers, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'exister face à la mère, face à l'objet primaire, mais qu'il faut aussi finalement se construire dans quelque chose qui est de l'ordre d'une opposition, d'une construction liée à un débat, à une espèce de confrontation à l'autre, à travers laquelle il faudra d'une certaine manière, symboliquement j'insiste, tuer l'autre. C'est un peu ce que Winnicott ramenait dans cette espèce d'histoire bien connue qui se transmet de l'histoire de « je suis le roi du château ». Pour devenir le roi du château, il faut tuer le roi du château pour pouvoir advenir à sa place. Les enjeux de cette rivalité, dans la construction identitaire sexuelle notamment, engagent tous les enjeux de pouvoir et de séduction qui sont liés et qui vont, vous le pensez bien, se sublimer après dans toutes les fonctions sociales, dans tous les conflits sociaux qu'on va rencontrer. Tout ça pour vous dire combien la notion d'investissement de l'objet, la notion qui consiste à vivre avec les objets, et notamment avec les objets humains et avec les objets en miroir qui sont les siens, sont des choses importantes et qu'ils vont trouver. Ces objets et ces objets dont nous allons parler aussi sont d'abord des objets. C'est une chose, c'est-à-dire qu'elle est d'abord repérable à travers nos instances de perception et qu'ensuite nous avons avec elle à établir une série de relations, d'apprentissage, de compréhension, d'utilisation,
de production, de créativité, de rejet, etc., etc. Cette notion de l'objet, finalement, va devenir aussi quelque part, dans ce moment particulier de la construction identitaire, dont je viens de rappeler les 3 moments qui me paraissent importants, va devenir aussi un outil médiateur. Je ne ferai pas insulte à parler de la notion de la médiation, c'est-à-dire de cette espèce d'élément intermédiaire qui va permettre justement de se séparer, mais aussi de pouvoir construire ces moments de conflictuels qui retourneront vers une élaboration de soi. Cette espèce d'objet, bien entendu, médiateur, dont Winnicott a beaucoup parlé dans ce qu'il a appelé l'objet transitionnel, cette espèce d'objet dont Winnicott a souligné tout de suite à travers son concept du jeu, qui avait là la naissance de toute la vie culturelle, finalement, de notre société. Mais cet objet, c'est d'abord un objet. Et par rapport à ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est aussi un objet de consommation. C'est-à-dire, le rapport à l'objet est un rapport qui est un rapport de possession, d'appropriation, qui doit amener en principe à une construction de l'être. La question sensible, c'est dans quelle mesure l'appropriation des objets ne se substituerait pas à certains moments à la construction de l'être. La société